Le collier était dans une boîte en carton, enveloppé dans du papier de soie jaunie, au fond d'une valise que personne n'avait ouverte depuis des années. 12 ans. 12 ans que ma belle-sœur Isabelle avait juré, la main sur le cœur, que c'était moi qui l'avais pris. 12 ans que je portais cette accusation comme une pierre autour du cou, exclue des réunions de famille, évitée au mariage, ignorée aux enterrements. Et là, dans le grenier poussiéreux de la maison de retraite où on aidait Madeleine à faire ses cartons, je tenais entre mes doigts la vérité. Mais laissez-moi reprendre depuis le début, parce que pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter à l'automne où j'ai épousé Thomas Ferrand et où j'ai cru, naïvement, que j'entrais dans une famille. C'était un dimanche de novembre, le genre de dimanche gris et doux qu'on aime bien en Bourgogne, avec l'odeur des feuilles mortes qui remontent des fossés et le ciel bas qui pèse sur les toits des maisons. Thomas et moi habitions depuis 6 mois un appartement à Dijon, un 3 pièces dans le quartier des Antiquaires, qu'on avait meublé avec des bouts de ficelle et beaucoup d'enthousiasme. On n'avait pas grand-chose, mais on avait tout ce dont on avait besoin. J'avais 28 ans, j'étais comptable dans un cabinet d'expertise, lui travaillait dans le bâtiment, comme conducteur de travaux. On s'était rencontrés lors d'un anniversaire commun, on s'était mariés 18 mois plus tard, dans la petite église du village de ses parents, à Nuit-Saint-Georges, avec 60 personnes et un repas qui avait duré jusqu'à 2 heures du matin. La famille Ferrand, c'était Madeleine et Bernard en premier lieu. Bernard, le père, était un homme discret, taiseux, qui passait ses journées dans son jardin ou dans son atelier à bricoler des choses dont personne ne savait vraiment l'utilité. Madeleine, elle, était le centre de gravité de la famille. Petite, les cheveux toujours impeccablement coiffés, une façon de sourire qui ne montrait jamais tout à fait ses dents. Elle régnait sur les déjeuners du dimanche avec une autorité douce, mais absolue. C'était elle qui décidait des menus, des places à table, de qui avait le droit de parler de quoi et pendant combien de temps. Bernard opinait du chef et retournait à ses rosiers dès que les assiettes étaient débarrassées. Et puis, il y avait Isabelle, la sœur de Thomas. 2 ans de plus que lui, célibataire à l'époque, professeur de lettres dans un lycée de Beaune. Grande, mince, avec des lunettes à fine monture dorée et une façon de regarder les gens de haut qui n'avait rien à voir avec sa taille. Isabelle était brillante, et elle le savait. Elle avait fait Sciences Po, avait envisagé l'agrégation, avait finalement renoncé pour des raisons que personne n'avait jamais vraiment expliquées clairement. Dans la famille, on parlait d'elle avec une sorte de respect mêlé de crainte. Thomas lui-même baissait légèrement la voix quand il évoquait sa sœur, comme si elle pouvait l'entendre depuis l'autre bout du département. Dès le début, Isabelle m'a regardée avec ce sourire poli qu'on réserve aux gens dont on ne sait pas encore quoi penser, mais dont on pense déjà quelque chose. Elle posait des questions courtoisement formulées, qui n'étaient en réalité que des évaluations déguisées. Où j'avais fait mes études, quel était exactement mon poste, si mes parents étaient propriétaires ou locataires, si j'avais prévu de continuer à travailler après les enfants. Je répondais avec le sourire, je m'appliquais à être agréable, je me disais que c'était normal, que toutes les belles-sœurs font ça au début, que ça allait se détendre. Les premiers mois, tout s'est passé sans accroc apparent. On venait dîner le dimanche 1 fois sur 2, on participait aux fêtes de famille, je me pliais aux rituels Ferrand avec bonne volonté. Madeleine m'apprenait les recettes de la maison, le gratin bourguignon, la tarte aux mirabelles, le bœuf en daube qui mijotait depuis le matin. Je prenais des notes dans un carnet, elle appréciait le geste. Bernard me glissait parfois un sourire complice par-dessus la table quand Madeleine avait le dos tourné. Thomas semblait heureux, moi aussi, d'une certaine façon. C'est au bout d'1 an environ que j'ai commencé à percevoir quelque chose. Une légèreté dans certains regards, une hésitation avant certaines phrases. Des choses si fines que je me disais que j'imaginais. Un soir que j'aidais Madeleine à ranger la vaisselle après le repas, elle m'a dit, comme ça, en essuyant une assiette. « Isabelle pense que tu n'es pas très à l'aise avec la famille. » Je l'avais regardée sans comprendre. Je lui ai dit qu'elle avait sûrement tort, avait ajouté Madeleine, et le sujet était clos. Mais la phrase était restée, comme une petite écharde sous la peau. Le collier de grand-mère, c'était une pièce qui avait de l'importance dans la famille Ferrand. Une chaîne en or avec un médaillon en ambre qui avait appartenu à Hortense, la mère de Bernard, une femme que tout le monde décrivait comme la matriarche absolue, morte avant mon arrivée dans la famille. L'objet n'avait peut-être pas une valeur marchande extraordinaire,
mais une valeur symbolique considérable. Madeleine le gardait dans son armoire, dans un petit écrin de velours bordeaux, et elle le portait pour les occasions importantes. Elle avait dit un jour, au détour d'une conversation, que ce collier irait à la première petite fille. Isabelle n'avait pas d'enfant à l'époque. Thomas et moi venions d'apprendre que j'étais enceinte d'une fille. Je ne sais pas si c'était ça, le déclencheur. Peut-être qu'Isabelle avait d'autres raisons. Peut-être que ma présence dans la famille lui avait pris quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Peut-être que c'était simplement sa nature. Ce que je sais, c'est ce qui s'est passé ce week-end de juin, quand toute la famille s'était retrouvée à Nuit-Saint-Georges pour l'anniversaire des 70 ans de Bernard. Nous étions une quinzaine, entre enfants, cousins, une tante venue de Lyon. Le samedi soir, il y avait eu un grand repas dans le jardin. Des lampions dans les arbres, du pinot noir de la cave de Bernard, des rires jusqu'à minuit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Madeleine était descendue avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque chose entre la peine et la colère contenue, les lèvres serrées, le regard qui ne se posait sur personne en particulier. Elle avait posé sa tasse sur la table et elle avait dit, d'une voix blanche, « Le collier a disparu. » Silence. Puis les questions, les suppositions, les recherches. Tout le monde avait fouillé. Les tiroirs, les sacs, les poches de manteau. Rien. Et c'est là qu'Isabelle avait pris la parole. Elle n'avait pas crié, elle n'avait même pas accusé directement, pas au début. Elle avait dit, d'une voix mesurée et profondément triste, qu'elle avait vu quelque chose le soir d'avant, qu'elle passait devant la chambre de nos parents et qu'elle avait aperçu quelqu'un qui fouillait dans l'armoire. Qu'elle n'avait rien dit sur le moment parce qu'elle ne voulait pas croire ce qu'elle voyait. Tous les regards s'étaient tournés vers moi. Je me souviens de ce moment avec une précision absolue. Le soleil qui entrait par la fenêtre de la cuisine, l'odeur du café, le bruit des abeilles dans le jardin. Et ces visages qui se retournaient vers moi, les uns après les autres, comme des tournesols qui suivent une lumière, sauf que cette lumière-là me brûlait. J'avais dit que ce n'était pas moi, bien sûr. J'avais dit que je n'avais pas mis les pieds dans cette chambre de la soirée. J'avais dit que c'était absurde, que je n'avais aucune raison. Isabelle avait hoché la tête doucement, comme on hoche la tête devant quelqu'un qu'on plaint, et elle avait dit « Je ne dis pas que tu l'as pris, je dis seulement ce que j'ai vu. » Cette formulation, cette précision chirurgicale. Elle ne m'accusait pas officiellement, elle plantait juste le doute et laissait les autres faire le reste. Thomas m'avait regardé, et j'avais cherché dans ses yeux une défense immédiate, ferme, sans équivoque. J'en avais trouvé une incertaine, embarrassée, qui avait posé dans ma gorge quelque chose de difficile à avaler. Bernard n'avait rien dit. Madeleine avait dit qu'on n'en parlerait plus, que l'objet réapparaîtrait peut-être, que ce n'était pas la peine de gâcher la fête. Mais ça avait déjà eu lieu, la gâcher. L'après-midi avait été tendu, les conversations polies et creuses, et on était rentrés à Dijon le soir sans que Thomas et moi échangions plus de quelques phrases dans la voiture. Il m'avait dit, en garant la voiture devant notre immeuble, « Tu comprends pourquoi ils sont perturbés. C'est un objet important pour eux. » Je l'avais regardé. Je lui avais demandé s'il me croyait, moi. Il avait répondu « Bien sûr que oui. » Mais il avait mis une demi-seconde de trop. Les semaines suivantes, j'avais senti le changement. Madeleine était plus froide au téléphone, plus courte dans ses réponses. Les invitations pour le dimanche se faisaient rares, puis inexistantes pour moi spécifiquement. Thomas y allait seul parfois. Il revenait avec des silences que je n'arrivais pas à remplir. Isabelle, elle, avait commencé à appeler Thomas plus souvent, pour des prétextes variés, et lors de ces appels, il s'éloignait dans la pièce d'à côté ou sur le palier, comme si ma présence dans la conversation le gênait. Notre fille, Lou, est née en décembre. Madeleine était venue à la maternité, avait tenu le bébé quelques minutes, avait dit qu'elle était belle et était repartie. Pas de collier en ambre. Je m'y attendais plus vraiment, mais ça m'avait quand même fait quelque chose, ce vide à la place où la promesse avait été. Isabelle avait envoyé un message à Thomas pour féliciter son frère. Pas un mot pour moi. Les années suivantes avaient installé une géographie particulière dans ma vie. D'un côté, notre appartement, notre quotidien à Thomas et moi, la croissance de Lou, le travail, les amis. De l'autre côté, la famille Ferrand, dans laquelle j'existais à peine.
J'avais appris à décoder les signaux. Quand Madeleine organisait un repas, l'invitation de Thomas était claire et directe. Moi, j'étais mentionnée entre parenthèses, ou pas du tout, et c'est Thomas qui me transmettait l'information avec une légèreté forcée, comme s'il n'y avait là rien d'inhabituel. Lors des fêtes de Noël, je m'asseyais au bout de la table, là où les conversations ne me parvenaient qu'amorties, et Isabelle présidait à l'autre extrémité, dans son rôle de fille aînée, avec une assurance qui m'exaspérait et m'intimidait en même temps. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai compris que l'histoire du collier n'avait pas seulement été un incident isolé, mais une fondation. Quelque chose qu'Isabelle avait construit délibérément, une première pierre sur laquelle elle avait bâti ma marginalisation dans la famille. Elle n'avait pas eu besoin de répéter l'accusation à voix haute. Elle l'avait dite une fois, avec ce talent particulier pour paraître équilibré et douloureusement raisonnable, et la famille avait fait le reste. Les doutes s'étaient cristallisés en certitude tranquille. Personne ne le disait ouvertement, mais tout le monde le pensait. Et cette pensée collective avait reconfiguré ma place dans le groupe. Lou avait 5 ans quand j'avais eu ma première vraie conversation avec ma voisine Sylvie à ce sujet. Sylvie était une femme d'une 60aine d'années, retraitée de l'enseignement, qui habitait le palier d'en face depuis toujours, et qui avait tout vu de nos allées et venues, de nos disputes murmurées dans le couloir, et de nos silences portés jusqu'à la porte de l'ascenseur. Un soir qu'on prenait un verre chez elle, elle m'avait demandé directement comment ça se passait avec la belle famille. Je lui avais raconté. Elle m'avait écouté jusqu'au bout sans m'interrompre, puis elle avait dit « Ce que tu décris, c'est une personne qui a décidé très tôt que tu étais un problème, et qui a trouvé le moyen de faire partager cette conviction aux autres. Fais attention. » J'avais rentré chez moi ce soir-là avec ces mots qui tournaient dans ma tête. Fais attention. À quoi exactement? Je n'avais rien à cacher, aucune preuve de quoi que ce soit à gérer. Je n'avais pas volé ce collier. Ma vie avec Thomas était imparfaite, mais réelle. Nos finances étaient transparentes. J'avais une carrière stable. Je n'avais pas d'ennemis, pas de secrets, pas de casseroles. Alors fais attention à quoi? À ce moment-là, je n'avais pas encore compris que l'innocence ne suffit pas. Que quand quelqu'un décide de raconter une histoire sur vous, et qu'il le fait avec constance et habileté, la réalité des faits devient progressivement secondaire. Thomas et moi avions traversé une période difficile cette année-là. Pas un drame unique, rien de théâtral. Plutôt, l'usure lente de 2 personnes qui avancent côte à côte, mais dans des directions légèrement divergentes, et qui ne s'en parlent pas assez. Il était de plus en plus absorbé par ses chantiers, rentrait tard, avait une façon de se déposer dans le canapé le soir comme un homme qui a tout donné ailleurs et qui n'a plus rien à distribuer à la maison. Moi, je gérais Lou, le cabinet, les courses, les rendez-vous médicaux, les réunions parents-professeurs. Et je le faisais sans me plaindre, parce que se plaindre ne changeait rien. Et que j'avais grandi dans une famille où l'on réglait les problèmes en silence. C'est pendant cette période qu'Isabelle avait commencé à venir plus souvent à Dijon. Elle avait un prétexte respectable, des réunions pédagogiques en ville, une formation, un salon du livre. Elle passait voir Thomas. Ils allaient déjeuner ensemble. Ils parlaient pendant des heures au téléphone le soir. Je ne disais rien parce que ce n'était pas ma place de dire quelque chose. C'était sa sœur. Les frères et sœurs se voient, c'est normal. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Thomas changeait légèrement quand il rentrait de ses déjeuners. Une vivacité récupérée, un regard plus brillant, qui me mettait mal à l'aise sans que je puisse l'articuler clairement. Un soir, Lou dormait déjà, et j'avais trouvé Thomas dans la cuisine en train de sourire à son téléphone. Il avait levé les yeux, son expression s'était recomposée rapidement dans quelque chose de neutre, et il avait dit qu'Isabelle lui avait envoyé une blague. J'avais hoché la tête, et j'étais allée me coucher. Ce soir-là, j'avais mis très longtemps à m'endormir. Pas parce que je pensais à quelque chose de précis, mais parce que j'avais ce sentiment flou et désagréable que des choses se passaient autour de moi dont je n'avais pas les clés. Les années passaient, et je m'étais construit une sorte d'armure invisible. Je n'avais plus besoin qu'on m'invite au repas du dimanche pour me sentir exclue, parce que j'avais appris à ne plus en avoir besoin. Lou grandissait, elle avait ses amis, son école, sa façon bien à elle de remplir une pièce quand elle entrait. J'avais été promue au cabinet, responsable d'un portefeuille de clients plus important, ce qui me donnait des journées pleines et une raison de rentrer le soir avec quelque chose d'accompli.
Thomas et moi avions recollé les morceaux de notre distance sans vraiment les examiner, comme on replâtre un mur sans chercher pourquoi il s'est fissuré. Isabelle, de son côté, avait fini par se marier. Un homme que je ne connaissais que superficiellement, Édouard, professeur d'histoire à Beaune, calme et effacé, qui semblait avoir fait la paix avec l'idée d'occuper moins de place qu'elle dans leur couple. Ils avaient eu un fils, puis une fille. Les réunions de famille s'étaient donc légèrement rééquilibrées, géographiquement du moins, parce qu'Isabelle avait maintenant ses propres enfants à gérer et un peu moins d'énergie à consacrer à ma marginalisation. Mais l'histoire du collier ne disparaissait pas. Elle vivait quelque part dans la mémoire collective de la famille, tapie, prête à ressurgir chaque fois que le contexte s'y prêtait. Et il s'y prêtait régulièrement. Le jour du baptême du fils d'Isabelle, Madeleine avait porté un autre bijou de famille, une broche en argent. Et quand quelqu'un avait fait remarquer qu'elle n'avait pas son collier habituel, il y avait eu un silence de 2 secondes. Et Madeleine avait dit d'une voix douce « Ce collier ne se promène plus ». 2 secondes. Un regard imperceptible vers moi. Suffisant. Une cousine que je ne connaissais presque pas m'avait évité le reste de l'après-midi. Ces petites humiliations silencieuses, c'était le quotidien. Elles ne laissaient pas de traces visibles. Elles ne pouvaient pas se raconter sans paraître paranoïaques. Mais elles s'accumulaient quelque part dans le corps, dans les épaules, dans la façon de respirer quand on entre dans une pièce où des gens vous ont déjà jugé. J'avais parlé une fois à Thomas, directement, sans détour. Lou avait 7 ans, c'était un soir de mars, on venait de rentrer d'un repas de famille où je m'étais à nouveau sentie transparente. Je lui avais dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça, que j'avais besoin qu'il prenne position, qu'il dise à sa famille, à sa sœur en particulier, que l'histoire du collier était classée, que je n'avais rien fait, que cette ambiance devait cesser. Thomas m'avait regardé avec cette expression que j'avais appris à redouter, mi-fatigue, mi-embarras, et il avait dit « Claire, tu sais bien qu'on ne peut pas refaire ce débat. Ça fait des années, il faut tourner la page. » Tourner la page. Comme si la page était la mienne à tourner. Ce soir-là, j'avais compris quelque chose d'important. Thomas ne me défendrait pas, non pas parce qu'il me croyait coupable, mais parce que défendre sa femme face à sa famille lui coûtait plus que de laisser sa femme se débrouiller. Il avait fait un calcul, peut-être inconsciemment. Et dans ce calcul, la paix familiale pesait plus lourd que mon honneur. Cette compréhension m'avait traversée comme quelque chose de froid, pas exactement de la colère, plutôt de la clarté. La clarté désagréable des choses qu'on ne peut plus ignorer une fois qu'on les a vues. Les années avaient continué. Lou avait eu 10 ans, puis 12. Bernard était mort d'un infarctus un hiver, silencieusement, comme il avait vécu. La maison de Nuit Saint-Georges était passée à Madeleine, qui avait d'abord refusé d'envisager autre chose que d'y rester, puis qui avait commencé à montrer des signes de fragilité, des oublis, une confusion légère au début, puis plus marquée. C'était Thomas et Isabelle qui géraient, qui se concertaient, qui prenaient les décisions. J'étais informée après coup, quand Thomas y pensait. Un jour, il m'avait annoncé que Madeleine intégrerait un EHPAD à Beaune dans 2 mois. Je lui avais demandé si j'étais censée faire quelque chose. Il avait dit non, qu'Isabelle avait tout organisé. Puis était venu le week-end du déménagement. Il fallait vider la maison, trier les affaires, emballer ce qu'on gardait et se débarrasser du reste avant que la maison soit mise en vente. Thomas m'avait demandé si je pouvais venir donner un coup de main, parce qu'il y avait beaucoup à faire et qu'à 2, ce serait plus rapide. J'avais hésité. L'idée de passer un week-end entier dans cette maison avec Isabelle n'était pas particulièrement enthousiasmante. Mais Lou voulait voir sa grand-mère une dernière fois dans sa maison, alors j'avais dit oui. C'était un samedi de septembre, ciel blanc, air frais, odeur de raisin depuis les vignes qui commençaient tout juste derrière le jardin. Madeleine était déjà chez sa sœur pour quelques jours pendant qu'on triait. Isabelle était arrivée la première, avec Édouard et ses 2 enfants, les mains dans les poches et l'air de celle qui préside. Thomas et elle s'étaient répartis les pièces. Elle prenait le rez-de-chaussée et le premier étage. Nous, on s'occupait du grenier et de la cave. Ça m'avait semblé logique. Ce n'est que plus tard que j'ai compris la mécanique de cette répartition. Le grenier de la maison de Nuit Saint-Georges était un endroit qui n'avait pas dû être véritablement rangé depuis les années 70. Des cartons empilés, des meubles recouverts de housses grises, des caisses de livres, des vieilles valises en cuir avec des étiquettes d'hôtels disparues.
L'odeur était celle des vieux papiers, de la naphtaline et d'une légère humidité qui avait fini par imprégner tout le bois. Thomas avait commencé par les meubles pendant que je m'attaquais au carton, notant sur chacun ce qu'il contenait pour faciliter le tri. Lou, qui s'ennuyait rapidement des activités des adultes, avait quand même voulu m'aider un moment. On ouvrait les cartons ensemble. Elle regardait avec cet émerveillement particulier que les enfants ont pour les vieilles choses, touchant les bibelots, feuilletant les cahiers jaunis. C'est elle qui avait trouvé la valise. Une vieille valise en simili-cuir marron, coincée derrière une armoire, avec une fermeture éclair dont la tirette était enroulée dans un ruban de raffia. Lou avait tiré sur la valise. Elle était lourde, et on avait dû s'y mettre à deux pour la dégager. « Qu'est-ce qu'il y a dedans, tu crois ?» m'avait demandé Lou avec ses yeux grands ouverts. « Je ne sais pas », avais-je répondu. « Des souvenirs de grand-mère, probablement. » Ça avait pris un moment d'ouvrir la fermeture éclair, rouillée par endroits. À l'intérieur, des vêtements pliés soigneusement, des pulls en laine, une robe en soie couleur crème, des foulards. Et tout au fond, glissée entre deux chandails, une petite boîte en carton enveloppée dans du papier de soie. Lou l'avait prise avant moi, avec la spontanéité des enfants qui ne savent pas encore ce que les objets peuvent signifier. Elle avait commencé à défaire le papier. « Lou, attends !» avais-je dit machinalement. Mais le papier était déjà ouvert. Et là, dans le creux de la main de ma fille de 12 ans, il y avait un petit écrin en velours bordeaux. Je l'avais reconnu instantanément. Ce bordeaux particulier, légèrement passé sur les bords, la forme ovale du couvercle. Mon estomac s'était contracté. Mes mains n'avaient pas tremblé curieusement. Elles étaient très calmes quand je l'avais pris des mains de Lou et que je l'avais ouvert. La chaîne en or était là, enroulée autour du médaillon en ambre, en parfait état. Comme si on l'avait rangé là hier. « C'est beau », avait dit Lou. « C'est le collier de mamie ?» Je n'avais pas répondu tout de suite. Je regardais l'objet. 12 ans de ma vie avaient passé à cause de cet objet. 12 ans à subir des regards, des silences, des exclusions. 12 ans à voir mon mari choisir la paix de sa famille plutôt que mon innocence. Et voilà qu'il était là, dans une valise oubliée dans un grenier, enveloppée dans du papier de soie, rangée avec soin par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. « Va appeler papa !» avais-je dit à Lou d'une voix que je reconnaissais à peine. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?»« S'il te plaît, ma chérie, va appeler papa. » Lou avait dû percevoir quelque chose dans mon ton, parce qu'elle n'avait pas insisté. Je l'avais entendu descendre l'escalier du grenier, appeler Thomas depuis le bas. Moi, j'étais restée là, debout dans la poussière et la lumière blafarde du grenier, le petit écrin en velours dans ma main. Je ne pleurais pas. J'aurais peut-être dû, ou crier, ou sentir quelque chose d'explosif remonter en moi. Mais ce que je ressentais était beaucoup plus calme et beaucoup plus froid que ça. C'était quelque chose qui ressemblait à de la résolution. Thomas était monté avec Lou. Il m'avait regardé, avait vu l'écrin, avait pâli légèrement. Je le lui avais tendu sans rien dire. Il l'avait ouvert. Un lent silence. « Claire, je sais, avais-je dit. Il faut qu'on comprenne comment... Je sais ce qu'on va comprendre, Thomas. » Il avait regardé la valise, le papier de soie soigneusement replié, la position de la boîte glissée entre les pulls. Et lui aussi, j'avais vu le moment précis où il avait compris. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait rangé ce collier-là, délibérément, dans une valise qu'on n'ouvrirait peut-être jamais, ou qu'on ouvrirait trop tard pour que ça change quelque chose. « Il faut qu'on parle à Isabelle », avait-il murmuré. « Oui », avais-je répondu. « Il faut absolument qu'on parle à Isabelle. » Lou les regardait tous les deux sans bien saisir, mais avec cette intuition des enfants qui sentent quand quelque chose d'important est en train de se décider. Je lui avais demandé d'aller voir si ses cousins voulaient jouer dans le jardin. Elle était partie, sans poser de questions supplémentaires. On était descendus tous les deux, l'écrin dans la poche de Thomas. Isabelle était dans la cuisine, en train de vider les placards avec Édouard. Elle nous avait entendus entrer et s'était retournée avec son expression ordinaire, neutre et légèrement condescendante. « Vous avez fini le grenier ?» Thomas avait posé l'écrin sur la table de la cuisine. Isabelle avait regardé l'objet. Son visage n'avait pas changé immédiatement.
Il y avait eu une fraction de seconde de neutralité parfaite, et puis quelque chose de très léger avait passé dans ses yeux, si rapide que si je ne l'avais pas cherché, je l'aurais raté. « On a trouvé ça dans une valise », avais-je dit. « Dans le grenier. »« Ah bon ?» avait-elle répondu, d'une voix posée. « Quelle bonne nouvelle ! Maman va être soulagée. »« Isabelle », avait dit Thomas. Et dans sa voix, il y avait quelque chose que je ne lui avais pas entendu depuis très longtemps. Quelque chose de dur. « Quoi ?» avait-elle répondu avec cette légèreté agaçante. « Tu savais qu'il était là. » Ce n'était pas une question. Édouard s'était arrêté de bouger. Le silence dans la cuisine était d'une qualité particulière, lourd et attentif. « Je ne vois pas du tout pourquoi tu dis ça, » avait dit Isabelle. « Si j'avais su que le collier était dans cette valise, je l'aurais dit depuis longtemps. »« Vraiment ?» avais-je dit. Elle m'avait regardée alors, directement. Et pour la première fois depuis 12 ans, elle n'avait pas pris la peine de mettre son masque de tristesse raisonnée. Ce regard-là était froid et lucide. Elle mesurait la situation. Elle calculait. « Je sais que tu as toujours cherché une façon de te défausser sur moi, » avait-elle dit. « C'est commode, une vieille valise dans un grenier. »« C'est commode, en effet, » avais-je dit. « Surtout quand on range soi-même les choses dans cette vieille valise. »« Personne ne peut le prouver, » avait-elle répondu. Et dans cette phrase, il y avait une certitude tranquille qui m'avait glacée. Parce qu'elle avait raison. À ce moment précis, aucune preuve directe ne permettait de dire qui avait rangé le collier là. C'était une valise dans un grenier, dans une maison de famille où tout le monde avait accès. Isabelle pouvait très bien s'en tenir à sa version, feindre la surprise, pleurer de soulagement que le bijou soit retrouvé, et l'affaire serait close comme elle avait commencé, dans le flou et l'ambiguïté où elle était la plus à l'aise. Mais quelque chose avait changé en moi dans ce grenier, à l'instant où j'avais vu l'écrin dans la main de Lou. Quelque chose s'était mis en place avec le calme d'une décision prise depuis longtemps. Je n'allais pas laisser ça se refermer sur lui-même. Pas cette fois. « Tu as raison », lui avais-je dit. « Personne ne peut le prouver aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour changer ça. » J'avais pas précisé quoi. J'avais ramassé l'écrin sur la table, je l'avais mis dans ma poche, et j'étais sortie dans le jardin où Lou et les cousins couraient entre les rangs de vignes. Thomas m'avait rejointe quelques minutes plus tard. On s'était assis côte à côte sur le vieux banc en pierre près du prunier, lui avec son regard qui cherchait ses mots, moi avec mon calme tout neuf qui l'impressionnait peut-être un peu. « Je suis désolée », avait-il dit enfin. « Pourquoi exactement ?» Il avait pris une longue inspiration. Le genre d'inspiration des hommes qui savent qu'ils doivent aller chercher quelque chose de difficile et qui ne sont pas sûrs d'en être capables. « Pour ne pas t'avoir cru assez fort. Pour ne pas t'avoir défendu. Pour avoir choisi la facilité pendant des années. » Je l'avais regardé. Il était sincère, je le savais. Thomas n'était pas un mauvais homme. Il n'avait pas de méchanceté calculée. Il avait simplement été lâche, d'une façon ordinaire et très courante. La lâcheté de ceux qui préfèrent ne pas voir pour ne pas avoir à agir. « Ce n'est pas suffisant », avais-je dit doucement. « Je sais. Mais c'est un début. » Le soir, on n'avait pas parlé à Isabelle davantage. Le reste du week-end s'était passé dans une politesse de surface, tendue comme un fil. Elle faisait semblant que rien ne s'était passé, avec une maîtrise qui, dans d'autres circonstances, aurait pu forcer l'admiration. Elle avait même trouvé le moyen d'évoquer le collier retrouvé devant Édouard, avec une expression de soulagement tellement bien jouée que j'aurais pu en douter si je n'avais pas vu son visage dans la cuisine quelques heures plus tôt. Le lundi soir, rentrée à Dijon, j'avais appelé ma meilleure amie Nathalie. Nathalie et moi nous connaissions depuis le lycée. Elle était avocate en droit de la famille, elle avait tout suivi depuis le début, elle avait entendu toutes mes versions de cette histoire depuis 12 ans et n'avait jamais cessé de me dire que j'aurais dû agir plus tôt. Quand je lui avais tout raconté, la valise, l'écrin, la scène de cuisine, le visage d'Isabelle, elle avait été silencieuse un long moment. « Tu as le collier sur toi ?» avait-elle demandé. « Oui, dans mon sac. »« Bien. Ne le donne à personne pour l'instant. Ni à Thomas, ni à Madeleine. Garde-le. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est ta seule preuve matérielle que quelque chose de grave s'est passé. Et parce qu'à partir de maintenant, on va travailler méthodiquement. » Nathalie m'avait expliqué ce qu'elle pensait pouvoir faire. Pas grand-chose sur le plan pénal,
L'accusation de vol était ancienne et non formelle, il n'y avait pas eu de plainte déposée à l'époque. Mais sur le plan moral et familial, il y avait des choses à faire. Elle avait des contacts. Elle connaissait un notaire sérieux qui pourrait s'occuper de certains aspects liés à la succession de Bernard, qui n'avait jamais été complètement réglée. Et surtout, elle savait comment obtenir des témoignages de personnes qui avaient assisté à cette scène de juin, 12 ans plus tôt. « Attends, avais-je dit. Des témoignages de qui ? Tu m'as dit qu'il y avait une quinzaine de personnes ce week-end. Cousins, tantes, ces gens ont une mémoire. Et certains d'entre eux ont peut-être des informations qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de partager, parce que personne ne leur a posé la question directement. » C'est là que les choses avaient commencé à se déplacer. Nathalie avait contacté, dans les semaines suivantes, plusieurs des personnes présentes ce week-end de juin. Pas toutes, pas aléatoirement, elle avait fait ça avec précision. La tante venue de Lyon, une femme lucide et indépendante qui n'avait aucun intérêt dans les affaires de la famille Ferrand. 2 cousins éloignés, du côté de Bernard. Et une personne à laquelle je n'avais pas pensé. Julie, qui à l'époque était la petite amie d'un cousin et qui n'avait aucune raison particulière de protéger Isabelle. Julie habitait maintenant Auxerre. Elle avait accepté de parler à Nathalie au téléphone. Ce qu'elle avait raconté était simple, mais dévastateur. Elle se souvenait très bien de ce week-end. Elle se souvenait que le samedi soir, alors que la fête battait son plein dans le jardin, elle était rentrée dans la maison pour aller aux toilettes. Et en passant devant la chambre de Madeleine et Bernard, dont la porte était entr'ouverte, elle avait vu quelqu'un. Pas moi. Quelqu'un d'autre. Elle n'avait rien dit à l'époque parce qu'elle était nouvelle dans ce groupe, parce qu'elle ne voulait pas causer de problème, parce que la personne qu'elle avait vue était quelqu'un d'impressionnant et qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle avait vu. Mais elle avait vu. Et elle était prête à le dire. Quand Nathalie m'avait rappelé pour me rapporter cette conversation, ma voix avait mis quelques secondes à sortir correctement. « C'est suffisant ?» avais-je demandé. « C'est un témoignage », avait dit Nathalie. « Ce n'est pas un aveu. Mais ça change la géographie d'histoire. Et ça change beaucoup de choses. » J'avais raccroché, et j'étais restée un long moment dans ma cuisine, les mains posées à plat sur le plan de travail, regardant la rue par la fenêtre. Les gens passaient en bas avec leur quotidien intact. Moi, j'avais quelque chose de nouveau. Une pièce concrète, un témoin, et une amie qui savait comment s'en servir. Thomas, ce soir-là, quand je lui avais parlé de Julie, avait changé de couleur. Il s'était assis lentement sur une chaise, et il était resté silencieux un très long moment. Puis il avait demandé ce qu'on allait faire. Je lui avais dit la vérité. Je n'allais pas gérer ça à sa place. Il était temps qu'il décide par lui-même ce qu'il voulait faire de cette information, et ce qu'il devait à sa femme, après 12 années de défense insuffisante.